Dans un parc canadien gelé, caché sous d'épaisses couches de glace, des scientifiques ont découvert un squelette bizarre qu'ils ont baptisé le dragon gelé. Le squelette se trouvait dans la glace depuis des millions d'années. Il a fallu des décennies aux experts pour déterminer l'espèce de cet étrange fossile. Il a été identifié comme un nouveau genre de ptérosaures. Ces derniers étaient d'énormes reptiles volants dont l'envergure des ailes dépassait les 5 mètres. Leur tête faisait 3,5 fois la taille de leur corps. Les ptérosaures vivaient il y a 76 millions d'années. Ils planaient alors au-dessus des dinosaures. Les scientifiques les ont décrits comme les animaux les plus grands, les plus méchants et les plus bizarres qui aient jamais volé. Le nouveau genre a été nommé Cryodracon boreas, ce qui se traduit par dragon gelé des vents du Nord. En 2013, un jeune alpiniste escaladait l'une des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le Mont Blanc. Il a remarqué une étrange boîte métallique qui dépassait de la neige. L'alpiniste a forcé la boîte et a découvert qu'elle était remplie de rubis, d'émeraudes et de saphirs précieux. L'alpiniste a immédiatement remis la boîte aux autorités. On a découvert que la boîte appartenait probablement à un passager de l'un des 2 vols en provenance d'Inde qui se sont écrasés sur la montagne il y a plus de 50 ans. La boîte a été évaluée à plus de 200 000 $ et les autorités sont toujours à la recherche de l'héritier de la petite boîte de trésor. En 2007, dans le nord-ouest de la Sibérie, un éleveur de rennes faisait une sortie avec ses fils lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans la glace. L'homme a réalisé qu'il s'agissait d'un jeune mammouth congelé et a immédiatement contacté le musée local. Ce petit, baptisé Liuba, était la momie de mammouth la mieux conservée au monde au moment de sa découverte. Liuba était dans la glace depuis 41 800 ans et est âgé d'environ 30-35 jours. Du tronc à la queue, ce bébé mammouth mesure à peu près la même taille qu'un gros veau. Si tu souhaites le voir, Liuba voyage dans les musées du monde entier. Sur le continent gelé de l'Antarctique, recouvert de couches de glace et de neige, se trouve le mont Erebus, un volcan gelé. Celui-ci a été découvert au milieu d'une éruption en 1841 par des explorateurs en expédition dans l'Arctique. Il mesure plus de 3657 mètres de haut et est actif depuis 1,3 million d'années. Au centre du volcan se trouve un énorme cratère rempli de grands volumes de lave en fusion. Le volcan subit des explosions occasionnelles, ce qui signifie qu'il est classé dans la catégorie des éruptions continues. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ces éruptions car elles sont généralement de faible ampleur. En 1991, 2 randonneurs traversaient les Alpes italiennes lorsqu'ils sont tombés sur un corps qu'ils ont supposé appartenir à un randonneur qui s'était perdu récemment. Le duo a redescendu la montagne pour rapporter leur malheureuse découverte. Une fois les restes récupérés, il est devenu évident que le corps n'était pas du tout récent. Les scientifiques ont déterminé que l'homme des glaces avait plus de 5000 ans et l'ont nommé Ötzi. La découverte ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient vu auparavant, car le corps était très bien conservé. Pendant des années, Ötzi a été étudié par des scientifiques qui ont découvert que nos ancêtres avaient beaucoup plus en commun avec nous que nous ne le pensions auparavant. Ötzi était couvert d'art corporel à base d'encre. Les recherches effectuées sur le contenu de son estomac ont révélé que son dernier repas était de la viande séchée, semblable au bacon que nous mangeons aujourd'hui. Ötzi a au moins 19 parents vivant aujourd'hui quelque part en Europe centrale. Des scientifiques étudiaient d'anciens terriers d'écureuils en Sibérie lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant. L'un des écureuils avait caché de précieuses graines dans les profondeurs du sol. Les graines étaient enfermées dans la glace depuis 32 000 ans. Les graines étaient issues de la fleur Silene stenophila, qui avait disparu depuis longtemps. De manière incroyable, les scientifiques ont pu récupérer des tissus végétaux à l'intérieur des graines et faire pousser une culture entière de celles-ci. Ils ont depuis réintroduit cette fleur disparue dans des habitats naturels du monde entier. En 1930, une équipe de scientifiques norvégiens a navigué autour de l'océan Arctique pour mener des recherches sur les mers et les glaciers. Ils ont atteint White Island, une terre dangereuse et glacée sur laquelle aucun humain n'avait mis les pieds auparavant. C'est du moins ce qu'ils pensaient, car les scientifiques ont été choqués de découvrir le bout d'un petit bateau qui dépassait de la neige. Gelés à l'intérieur du bateau, ils ont trouvé du matériel scientifique et divers objets personnels, dont une veste portant le monogramme S.A. André. Ils avaient découvert l'épave de la célèbre expédition arctique d'André en ballon.
En 1897, les explorateurs suédois, sous la direction d'André, ont tenté de se rendre au pôle Nord à l'aide d'un ballon à hydrogène. Personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Les gens ont découvert ce qui leur était arrivé seulement lorsque l'épave a été découverte 33 ans plus tard. Il s'avère que le ballon s'était écrasé sur White Island 2 jours seulement après leur départ de Suède. Les explorateurs ont longé l'île sur un petit bateau de fortune mais n'ont pas pu aller plus loin. Le mammouth laineux le mieux conservé qui ait jamais été trouvé a été découvert dans une zone de permafrost en Sibérie en 2010. Les scientifiques ont baptisé ce mammouth congelé Yuka, du nom du petit village situé à proximité de l'endroit où il a été découvert. Yuka a été congelé pendant 39 000 ans et on pense qu'il était âgé de 6 à 8 ans. Comme il a été si bien conservé, Yuka a été étudié pendant des années et a fourni de nouvelles informations sur les mammouths. En 2019, des scientifiques ont déclaré qu'ils étaient capables d'activer des cellules prélevées dans les tissus du yucca. Peut-être qu'un jour nous aurons des mammouths laineux qui parcourront la Terre. En regardant des photos et des vidéos de l'Antarctique, on a l'impression que le continent est glacé, couvert de neige et à plat, à l'exception de quelques petites collines. Les scientifiques le croyaient ça aussi. En étudiant les montagnes Gamburtseff au début des années 2000, ils ont été choqués de découvrir que les petites collines rocheuses étaient en fait le sommet d'une gigantesque formation montagneuse sous 1 km de neige. Grâce à une technologie radar, les chercheurs ont découvert que les montagnes mesuraient en réalité près de 3000 mètres de haut et s'étendaient sur 1250 km. C'est à peu près la même taille que les Alpes européennes, mais cachées sous des tonnes de glace et de neige. Dans une mine d'or en Sibérie, un homme d'affaires examinait une rivière voisine lorsqu'il a remarqué quelque chose d'intéressant dans le gel. Il s'agissait d'un petit rhinocéros laineux qui a été nommé plus tard Sacha. Ces animaux ont disparu depuis 15 000 ans. On pense que Sacha a dû être figée dans la glace pendant 39 000 ans. Elle est unique car c'est le seul rhinocéros laineux dont le corps entier a été découvert. Les glaciers autour de la ville de Pelo, dans le nord de l'Italie, ont commencé à fondre. Des artefacts datant de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, ont été découverts en train de sortir de la glace. Des effets personnels de soldats ont été trouvés, comme des journaux intimes, des photographies et même des lettres d'amour. Les historiens ont même découvert une cabane entière préservée sous la glace. Celle-ci était remplie de casques en métal dur et de vêtements. En 1845, Sir John Franklin s'est embarqué dans une expédition malheureuse vers le pôle Nord. L'équipage se déplaçait sur 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, baptisés de manière ironique. L'expédition a été un désastre et les 2 navires se sont perdus dans les eaux glacées. En 2016, le HMS Terror a été découvert par une équipe de chercheurs. Bien qu'il ait été perdu pendant 170 ans, les eaux glaciales avaient maintenu le navire dans un état impeccable. Les scientifiques ont décrit le navire comme étant gelé dans le temps. Les assiettes et les verres étaient encore sur les étagères, les lits et les bureaux étaient encore en ordre et même les bagages des passagers semblaient être en bon état. Le HMS Erebus a également été découvert à proximité, mais en raison des conditions changeantes de l'eau, le navire, lui, n'était pas en très bon état. La glace qui entoure un passage de montagne en Norvège, traditionnellement utilisé par les Vikings, a révélé des centaines d'artefacts anciens. L'un de ces artefacts était une boîte en bois géante fermée et soudée. Les chercheurs étaient fous de joie à l'idée d'ouvrir cette boîte. Ils pensaient qu'elle serait remplie de trésors vikings ou d'artefacts qui nous donneraient un aperçu de cette ancienne société. Mais lorsqu'ils ont ouvert la boîte, tout ce qu'elle contenait était une vieille bougie en cire d'abeille. Il s'avère que cette boîte n'était en fait pas aussi ancienne qu'ils le pensaient. En analysant la bougie, ils ont découvert que la boîte datait du XVIIe siècle. L'ère des Vikings s'est terminée au XIe siècle. Il est probable que la boîte avec la bougie appartenait à un fermier qui l'expédiait de sa ferme d'été à sa ferme d'hiver pour éclairer les longues nuits. Une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue,
On sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque. Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde, avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais, un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines. Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois, il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île, les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes.
Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans, vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant. Vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinaient des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de sources hydrothermales. Pour mieux comprendre, il faut mentionner deux types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le grand désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent. Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en déserts. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution, les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète. C'était le plus gros poisson que notre Terre ait jamais vu, et sa morsure était assez puissante pour écraser une voiture. La plus grosse dent de mégalodon qu'on ait retrouvée mesurait la longueur d'une télécommande, soit 18 cm. Et il consommait environ 1100 kg de nourriture par jour. C'est l'équivalent de 3300 boîtes de thon. Les plus anciens fossiles de mégalodon remontent à environ 20 millions d'années. Mais vous ne verrez jamais son squelette. Et c'est parce que le puissant mégalodon n'avait pas d'os. Un squelette fait d'os confère à la plupart des animaux leur forme et leur force. Cependant, les requins proviennent de la même sous-espèce que les raies et les poissons-scies, et ont du cartilage à la place des os. Le cartilage est un tissu plus tendre et plus flexible que l'os, mais il est tout de même assez solide pour donner forme au corps et protéger les organes internes. Certaines zones du corps sont plus flexibles, puisque le cartilage y est moins robuste, et d'autres, comme la tête du requin, sont beaucoup plus résistantes grâce à un cartilage calcifié. Leurs museaux, cependant, sont faits d'un cartilage très souple, afin d'agir comme pare-choc en cas de collision avec certains obstacles. Qui sait s'ils seraient capables d'accomplir tout cela avec un pesant squelette. De plus, ce cartilage rend leur mâchoire plus adaptable, et ils peuvent ainsi ouvrir beaucoup plus grand la bouche qu'avec une mâchoire faite d'os. Notre héros, Meg, n'y faisait pas exception, et il avait la morsure la plus puissante de tous les êtres vivants, ce qui était également rendu possible par son squelette fait de cartilage. Les requins tirent pleinement parti de celui-ci. Il les aide à nager et à pivoter rapidement pendant la chasse. Un inconvénient de ce type de squelette est qu'il était vraiment difficile pour les scientifiques de déterminer la taille et la forme de notre Meg. En temps normal,
Ils le feraient en étudiant un squelette fossilisé ou seulement quelques os. Mais dans le cas du mégalodon, ils ont dû émettre des suppositions sur la base des dents qu'ils avaient entretrouvées en les comparant avec celles de leurs parents vivants. Une imagerie 3D récente a été partiellement basée sur des scans de vertèbres que l'on avait découvertes dans les années 1860. Ce modèle a montré que Meg était plus grand, plus rapide et même plus affamé que les scientifiques ne l'avaient cru auparavant. Il semblerait qu'un mégalodon moyen mesurait 16 mètres de long. C'est légèrement plus grand que la hauteur du panneau Hollywood. Et qu'il pesait 10 fois plus lourd qu'un éléphant, soit 67 tonnes. On comptait aussi des spécimens excédant les 20 mètres. Les scientifiques ne sont toujours pas certains de comment le mégalodon a pu atteindre une telle taille. Le fait qu'il y ait eu des mégalodons plus grands et d'autres plus petits est probablement dû à une chose que l'on appelle la règle de Bergman. Elle stipule que la température de l'environnement ambiant affecte la taille du corps de l'animal, car ils doivent soit en conserver, soit en dissiper la chaleur. Les mégalodons qui sont parvenus à atteindre des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de masse corporelle pour assurer leur survie à des températures aussi basses. Et ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petites pour éviter de surchauffer. Si les calculs des chercheurs sont exacts, cela signifie également que Meg atteignait une vitesse de croisière de plus de 5 km/h, ce qui est beaucoup plus rapide que les autres requins. Le grand requin blanc contemporain peut parcourir une distance de près de 11 000 km sans s'arrêter, ce qui représente 9/10 de la longueur du diamètre de la Terre. Mais il semble que le mégalodon aurait pu aller beaucoup plus loin. Les mégalodons sont parvenus à subsister sur notre planète presque 70 fois plus longtemps que les humains n'ont vécu. Ils ont parcouru les océans pendant environ 20 millions d'années, et ils vivaient de pratiquement partout, sauf près des pôles. Les scientifiques ont découvert les fossiles les plus septentrionaux au large du Danemark, et les plus méridionaux, jusqu'en Nouvelle-Zélande. La raison pour laquelle on n'a pas retrouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement qu'ils se sont seulement adaptés aux eaux tropicales et subtropicales. Les plus jeunes préféraient rester près du rivage, tandis que les adultes pleinement développés préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient facilement se déplacer en haute mer également. Lorsque notre planète a traversé une période globale de refroidissement et de sécheresse et que les mers ont commencé à geler, il y a environ 3,6 millions d'années, il y avait de moins en moins de place pour que le Meg puisse prospérer. Nombre de ses proies, comme les petites baleines, les phoques et les tortues de mer, ont disparu ou migré vers des eaux qui étaient trop froides pour lui. Et dans le même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les petits requins prédateurs, le grand requin blanc et les baleines, n'a fait qu'augmenter. Ce bouleversement de la chaîne alimentaire aurait été encore plus dangereux pour le Meg que le refroidissement des eaux. Nous avons l'habitude de ne les voir à l'écran que comme des monstres sans cœur. Mais ces énormes requins étaient en réalité des pères de famille attentionnés. Les scientifiques ont découvert plusieurs zones de reproduction de mégalodons en Floride, dans le Maryland, au Panama et au large de l'Espagne. Il semble qu'ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Après quoi les petits mégalodons demeuraient avec les adultes pour les protéger et les élever jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se défendre contre les prédateurs. Le puissant Meg possédait 276 dents dans sa bouche, réparties en 5 rangées. Tout comme les autres requins, il était prompt à remplacer ses dents usées ou perdues. Ces 4 ou 5 rangées de dents agissaient essentiellement comme un tapis roulant, capable de remplacer progressivement les dents endommagées. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement vu pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Bien que le grand requin blanc soit souvent mentionné comme le plus proche parent de notre Meg, il serait en fait de lointains cousins. Les ancêtres de l'actuel grand requin blanc ont existé en même temps que le mégalodon. Mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, et étaient même rivaux. Le grand requin blanc ne remporterait jamais un combat face au mégalodon. Mais c'était un meilleur chasseur, tirant parti de sa taille réduite et de son agilité, pour se saisir rapidement des proies du géant. Cela ne laissait que les baleines et les plus gros poissons pour le Meg. Mais ses réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers de nouvelles eaux plus fraîches. Plutôt qu'un grand requin blanc, le mégalodon s'apparente plus à un requin bulldog moderne. Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate, et d'immenses nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille.
Nous parlons aussi du MEG comme d'un géant éteint, mais pouvons-nous être sûrs à 100% qu'il ne se cache pas quelque part alors que nous parlons? Après tout, nous n'avons exploré que 5% de nos océans tout au plus. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Vous pourriez y plonger la totalité du mont Everest, et il vous resterait plus de 2 km avant d'atteindre la surface. Si un ou deux mégalodons avaient besoin d'un endroit où se cacher, ce lieu serait parfait. Ce ne serait cependant pas l'endroit le plus confortable où vivre, avec ses eaux froides et son obscurité totale. De plus, la pression y est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la surface. Donc, si un mégalodon se cachait vraiment là-bas, il aurait de sérieux problèmes avec ses dents car le calcium se désagrège à une telle pression. Pour survivre ici, il devrait également apprendre à se repérer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il aurait soit dû se rendre bioluminescent, soit développer d'énormes yeux comme le calmar géant. Si le MEG était resté fidèle à ses préférences alimentaires, il devrait manger des poissons plus petits. Et cela nous causerait quelques soucis, surtout pour ceux d'entre nous qui en raffolent. Et comme l'océan ne se refroidit guère ces jours-ci, les mégalodons en apprécieraient à la température et se reproduiraient plus rapidement que jamais. Ces géants poseraient alors de gros problèmes pour les navires de fret et les bateaux de croisière. Si vous êtes maintenant terrifié à l'idée de rencontrer un mégalodon, détendez-vous. La plupart des scientifiques ne pensent pas que ce soit possible, en raison de la taille de notre protagoniste. La plupart des proies que les mégalodons aimaient consommer vivent à présent dans les zones océaniques peu profondes et non dans les abysses. Le MEG aurait donc besoin de remonter pour se nourrir de temps en temps, et il est plutôt difficile de rater une créature aussi grande. Pour nous, ce sont toutes deux d'immenses créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais réellement coexisté. Les dinosaures ont probablement disparu il y a environ 66 millions d'années. Et les mégalodons, quant à eux, semblent être apparus un peu plus tard. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'il se trouve en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction.
Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance ? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celles où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre, et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps.
La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. En 1952, un appareil de l'aviation américaine baptisé 624 Globemaster II s'est écrasé contre une grande montagne alors qu'il ralliait l'Alaska depuis l'État de Washington. Hélas, pas une seule des 52 personnes à bord ne devait y survivre. Le mauvais temps de l'époque a énormément compliqué la localisation du site de ce crash, et même par la suite, toutes les tentatives visant à le localiser ont échoué. Mais en 2012, l'équipage d'un hélicoptère qui effectuait une mission d'entraînement a repéré des débris de l'avion écrasés sur la surface du Colony Glacier. Ils se sont mis en quête d'autres morceaux et ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'avion disparu. Depuis lors, chaque été pendant environ une décennie, différentes escouades militaires se sont jointes à l'opération Colony Glacier. Elles sont parvenues à identifier 40 des 52 personnes qui avaient perdu la vie dans ce crash. Les soldats participant à cette mission n'envisageraient jamais d'abandonner un camarade tombé en mission et estiment qu'il est de leur devoir de ramener ceux qui n'ont pas survécu. Une autre découverte s'est produite dans les Alpes. En 1980, des randonneurs explorant ces reliefs pittoresques sont tombés sur des restes humains. Ils étaient à moitié prisonniers dans la glace au sommet d'un col de montagne entre l'Italie et l'Autriche. Au début, la police a cru qu'il pourrait s'agir d'un accident d'alpinisme. Mais en quelques semaines, les archéologues ont commencé à affirmer que cet homme pourrait avoir vécu plus de 5000 ans auparavant. On a finalement donné à cet homme congelé le surnom d'Ötzi. Il doit son nom à la vallée d'Ötztal, qui est toute proche. Il a depuis acquis une certaine notoriété comme étant la plus ancienne momie des glaces jamais découverte. L'état de congélation d'Ötzi pourrait ne pas être aussi unique que nous le pensions, et c'est là que les choses prennent un tour intéressant. Les archéologues ont justement leur propre théorie. Voyez-vous, au début, tout le monde était persuadé que la découverte des restes d'Ötzi marquait le début d'une ère plus froide, car il avait été pris dans la glace sans la moindre interruption depuis qu'il y avait laissé la vie. Pourtant, au cours des dernières décennies, les glaciers et les calottes glaciaires de par le monde fondent comme un sorbet lors d'une chaude journée d'été. Non seulement Ötzi, mais aussi d'autres reliques anciennes comme des corps, des équipements de chasse, du crottin de cheval, et même d'anciens skis ont commencé à émerger. Les archéologues soutiennent donc l'existence de sites similaires. Ils en ont trouvé bon nombre, et tous s'intègrent parfaitement dans ce champ nouveau de l'archéologie glaciaire. Il semble qu'à mesure que le monde se réchauffe, il puisse nous révéler encore bien des secrets provenant du grand froid. Passons à une autre découverte étonnante.
En 2018, William Taylor et Nick Jarman explorèrent les pentes enneigées des monts de l'Altaï en Mongolie et sont tombés sur un ancien trésor caché dans la glace. À l'intérieur, ils ont découvert la tige d'une flèche vieille de 3000 ans, bien préservée et ornée de marques couleur ocre. Elle était en parfait état, une rareté pour des objets aussi anciens faits de matière organique. Ils ont également trouvé d'autres fragments, comme une pointe de flèche en bronze à laquelle les bouts de tendons d'un animal étaient encore attachés. Toutes ces reliques du passé étaient restées intactes pendant des milliers d'années, car elles étaient emprisonnées dans la glace. En Mongolie, l'augmentation des températures a fait fondre des plaques de glace qui étaient restées intactes pendant des siècles. Des découvertes similaires ont été faites dans le Yukon, aux États-Unis, en Italie, en Sibérie et en Norvège. Des milliers de sites ont ainsi été identifiés. Pourtant, les chercheurs effectuent une véritable course contre la montre afin de documenter et de préserver ces reliques avant qu'elles ne soient perdues à jamais. Leur étude remet en question la définition même de ces territoires comme étant des étendues sauvages et démontre que des peuples indigènes y coexistaient avec la nature. Parfois, les gens découvrent aussi des objets du quotidien aussi simples qu'une sandale. Celle-ci, découverte sur un col de montagne du centre de la Norvège, indique que les gens utilisaient déjà cet itinéraire il y a environ 1700 ans. Cela suggère qu'il y avait moins de neige et de glace dans cette région à l'époque. La sandale, datant d'environ 300 avant Jésus-Christ, ressemble fortement aux sandales romaines de cette époque. Encore une fois en Norvège, des chasseurs ont retrouvé une épée en fer juchée tout en haut d'une montagne, à plus de 1600 mètres d'altitude. Il n'existe aucun site funéraire à proximité, et il est déroutant d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait emmené son épée dans un endroit aussi reculé. Les archéologues suggèrent que le propriétaire aurait pu s'être perdu. Par la suite, en 2011, des objets inhabituels ressemblant à des frondes géantes ont commencé à émerger avec la fonte des glaces. La datation au carbone 14 suggère que cet objet singulier aurait été conçu aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Il mesure plus d'1 mètre de long et présente des entailles au couteau. Les archéologues en ont été intrigués, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe les reconnaisse comme une sorte de tenaille ou de pince, utilisée pour arrimer des ballots de foin ou de feuilles au traîneau. Les gens de la région utilisèrent des traîneaux à foin avec de telles pinces jusque dans les années 50, moment auquel les tracteurs sont devenus plus répandus. Remontons maintenant quelques milliers d'années en arrière. Nous pouvons facilement y parvenir, rien qu'en regardant ce mammouth laineux. Ce pachyderme ressemble un peu à un doudou tout mignon, quoique légèrement usé. Cet ancien colosse, qui a connu son apogée il y a 39 000 ans, est le mammouth le mieux conservé jamais découvert. Même son crin hirsute emblématique est étonnamment bien conservé, car il est resté piégé dans les glaces jusqu'à sa récente découverte en Sibérie. Cet animal incroyable fait beaucoup parler de lui à Yokohama, au Japon, où des scientifiques effectuent des tests qui ambitionnent de ramener cette espèce éteinte à la vie. Lorsqu'on a découvert cette femelle mammouth, on a découvert un trésor inattendu. Un échantillon de son sang préservé sous la glace. On pense donc que ce sang ancien pourrait détenir la clé de la résurrection du mammouth laineux. On a également retrouvé du tissu musculaire bien préservé. Cette femelle mammouth avait entre 50 et 60 ans lorsqu'elle a connu ce destin glacial. La découverte de sang de mammouth a ravivé les débats sur l'éthique de la résurrection de créatures éteintes, à l'instar du scénario de Jurassic Park. Le plan serait d'implanter un ovocyte dans une éléphante moderne pour une gestation de 22 mois, en espérant qu'au moins une cellule de mammouth vivante parvienne à survivre. Grimpés à bord, nous retournons dans les Alpes françaises. Nous nous trouvons non loin du site où un avion d'Air India s'est tragiquement écrasé il y a 46 ans. Heureusement, nous sommes accompagnés d'un secouriste de montagne consciencieux et de son voisin. Ils se sont rendus dans cette zone après qu'un groupe de touristes ait remarqué un objet étrange sur un glacier. C'était un sac. L'ambassade indienne de Paris en a eu vent et semblait déterminée à le récupérer. Ce qui le rend si mystérieux, c'est qu'il portait les inscriptions de courrier diplomatique et ministère des Affaires étrangères. Le vol Air India était en route de Bombay à New York lorsqu'il a piqué du nez en janvier 1970. Il emportait avec lui 117 personnes. Et devinez ce qui se trouvait d'autre dans ce sac, hormis le courrier diplomatique détrempé, une pile de vieux journaux indiens. Aux côtés de ceux-ci, on a également retrouvé des morceaux de la cabine de l'avion, une chaussure esselée et un tas de câbles,
des trésors pour le moins inattendus en pleine montagne. Au cours de l'été 2013, sur l'île canadienne de Ward Hunt, des scientifiques sont tombés sur un message laissé par un géologue du nom de Walker, qui l'avait placé là 54 ans auparavant. Ce message lui a servi en quelque sorte de dernier testament, car il est décédé à peine un mois après avoir dissimulé la bouteille dans les rochers de l'île. Le contenu du message était proprement stupéfiant. En 1959, Walker avait mesuré la distance entre ces mêmes pierres et le bord du glacier et l'avait évaluée à seulement 51 mètres. Puis, en 2013, cette distance s'était creusée pour atteindre 122 mètres. Les chercheurs sont convaincus que ce contraste frappant entre les deux relevés ne fait que souligner les conséquences du réchauffement climatique en cours. Imaginez cette glace fondant dans les montagnes de Norvège, comme une machine à remonter le temps qui nous révèle un trésor caché. Près de 800 vestiges vikings, dissimulés depuis plus de 1000 ans, ont été ainsi découverts. Ils nous donnent un aperçu des routes commerciales florissantes de l'époque viking et du rôle crucial des cols de montagne dans ce commerce ancien. Parmi les découvertes, figurent des chaussures en cuir, des moufles de laine douillette, d'élégantes tuniques, des pointes de flèches entières, des fers à cheval, des bâtons de marche et des ustensiles de cuisine provenant de la panoplie d'un chef viking. Il a même gardé quelques souvenirs de son cheval de charge. Ces vestiges nous fournissent de précieux renseignements sur les anciennes habitudes de voyage et sur l'apogée de cette culture, lorsque ces routes débordèrent d'activité. Enfin, ils nous donnent un aperçu de la vie de ces anciens aventuriers. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence.
Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et va à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène.
La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. On a tous eu peur du noir à un moment de notre vie. Pas vrai? Te rappelles-tu te faire border par l'un de tes parents après qu'il t'ait lu un conte de fées effrayant avec des monstres, des dragons ou même des dinosaures? Quand ils étaient sur le point d'éteindre la lumière et de sortir silencieusement de ta chambre, tu t'en souvenais. Et s'il y avait quelque chose de caché sous ton lit? Ou pire, si une créature effrayante était cachée dans le placard? Tu pouvais te lever et vérifier, mais il faisait bien trop sombre. Ne serait-il pas formidable d'avoir une source de lumière qui viendrait de l'intérieur de notre corps et qu'on pourrait utiliser à volonté dans le noir? Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais il existe plusieurs créatures qui peuvent s'éclairer elles-mêmes. C'est grâce à un petit truc que les scientifiques appellent la bioluminescence. Les animaux vivant dans la mer ont plus souvent tendance à avoir ce talent que les autres. Et on peut trouver ces créatures n'importe où, près de la surface ou au fond des océans, à 4000 mètres de profondeur si tu aimes les chiffres. Ces créatures utilisent leur lumière pour faire de nombreuses choses, comme communiquer avec les autres membres de leur espèce, attirer des proies ou effrayer leurs ennemis. La bioluminescence est la capacité d'un organisme à émettre sa propre lumière grâce à la chimie. Ces animaux utilisent essentiellement deux substances, l'une appelée luciférine et l'autre luciférase. Ajoute un peu d'oxygène et boum, ça fait de la lumière. Si tu te demandes si quelqu'un a jeté un bâton lumineux dans l'océan, regarde si cette lumière est bleue, verte ou même rouge. Elle est même généralement répartie sur une grande surface ressemblant parfois à des paillettes ou à un ciel étoilé. Cette atmosphère romantique est due aux calmars, aux petits crustacés et aux algues. J'ai un autre phénomène inhabituel pour toi. Que dirais-tu d'une chute d'eau dorée? Sérieux, ça existe vraiment, et c'est un phénomène naturel. Pour la voir, il faut aller au parc national de Yosemite, à Horsetail Fall. Assure-toi de planifier ton voyage en hiver ou au début du printemps, car c'est le seul moment de l'année où tu pourras voir cet impressionnant phénomène. Il n'y a pas besoin d'explications scientifiques. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil au crépuscule qui illumine la chute d'eau de telle manière qu'elle prend l'apparence d'une rivière de lave. Ou d'or, à toi de voir. C'est la raison pour laquelle, à cette époque de l'année, cette chute d'eau est également appelée la chute de feu. Malheureusement, ce phénomène devient de moins en moins visible avec les années, principalement à cause de la sécheresse et d'autres problèmes liés à la fonte des neiges. Donc si tu t'y rends, garde toujours un œil sur la cascade, car l'effet est très bref. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale? C'est ce qu'on appelle aussi la foudre volcanique. Apparemment, les spécialistes qui étudient ce phénomène n'ont pas encore bien cerné de quoi il s'agit. Lorsqu'un orage ordinaire se produit, des particules de charge positives et négatives entrent en collision, créant une étincelle géante que nous appelons éclair. Cela produit aussi beaucoup de bruit, le tonnerre. Mais quand un volcan entre en éruption, certaines particules de cendres volcaniques se chargent électriquement. Étant projetées dans les airs avec une force énorme, elles entrent en collision et provoquent des décharges électriques. Ceci donne l'impression qu'il y a des éclairs provenant du volcan lui-même. Imagine toutes ces cendres, ces gaz et cette fumée sortant du cratère et ajoute-y des éclairs. L'ensemble est vraiment spectaculaire. Maintenant, que penses-tu de nuages qui ressemblent à des vagues? On les appelle asperitas. Ils sont généralement assez proches du sol, contrairement aux nuages habituels.
Leur nom vient du latin aspero, qui se traduit par rêche ou inégal. En de rares occasions, on peut voir de tels nuages par temps calme. Ils sont surtout associés aux orages. Ces nuages apparaissent lorsque les conditions atmosphériques sont instables et étonnamment, ils ne produisent pas de pluie. Même s'ils ressemblent à des nuages d'orage, ils créent également des motifs aléatoires, trompant nos yeux en leur faisant croire que nous regardons la surface de la mer depuis le fond de l'eau. D'autres nuages impressionnants sont les mammatus. Ce qui les rend si particuliers, c'est une série de renflements émergeant de la base de chaque nuage. Quand ces nuages atteignent un niveau de l'atmosphère où la direction du vent change, ils forment ces motifs ressemblant à des vagues dans le ciel. L'Australie est l'endroit idéal si tu aimes le surf. Mais toutes les vagues que tu verras là-bas ne sont pas faites d'eau. Près d'une ville appelée Hayden, il y a une mystérieuse vague faite de roches. Cette formation granitique remonterait à 2,63 milliards d'années. C'est bien avant que les dinosaures ne commencent à fouler notre planète. D'une hauteur de 15 mètres et d'une largeur de 110 mètres, cette vague s'est formée à la suite de deux processus: la météorisation et l'érosion. Des sédiments tout mous se trouvaient à la base de Wave Rock ont été altérés par les eaux souterraines. Les vents et les pluies ont fait le reste du travail, provoquant l'érosion du reste de la formation. Ces rayures rouges, jaunes et grises sont constituées d'hydroxyde de fer, de carbonate et d'autres composés chimiques qui ont été emportés par la pluie. Maintenant que tu es en Australie, il y a un autre endroit qui semble irréel, mais il faudra le survoler si tu veux obtenir la meilleure photo. Dans la partie occidentale du pays, entourée de forêts vertes, se trouve une série de lacs. Ils sont tous d'une stupéfiante couleur rose vif. Le plus célèbre d'entre eux est le lac Hillier. Un réservoir d'eau de 600 mètres de long, il est entouré de sable et d'une forêt d'eucalyptus. Cela fait encore plus ressortir sa teinte cartoonesque. L'une des nombreuses théories expliquant la couleur de ces lacs mystérieux est liée aux algues. Ces dernières semblent comporter des taux élevés d'une substance appelée bêta-carotène qui contient un pigment rouge-orange. Une autre explication implique des halobactéries, des micro-organismes qui ont parfois une couleur rouge. Des fois que tu n'aimes pas voler, ces lacs sont également parfaits pour s'y baigner. Ils ne sont pas toxiques même s'ils contiennent beaucoup de sel. Cela signifie que tu peux y flotter facilement et l'eau n'abîmera pas ton maillot de bain. En hiver, dans le nord du Canada, un phénomène étrange se produit au lac Abraham, dans l'Alberta. Sous la surface gelée, on peut apercevoir des formes bizarres ressemblant à des méduses congelées. Ce n'est absolument pas le cas, car ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées. Ce sont des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau après que le lac est gelé. Elles apparaissent lorsque des feuilles et de l'herbe tombent dans l'eau et que des bactéries se dégradent. Ce processus les transforme en méthane. Ce phénomène est aussi beau qu'il est dangereux, car ces poches de méthane peuvent facilement s'enflammer. Quand les températures remontent au printemps, la glace fond et ces bulles commencent à éclater et à pétiller. C'est très spectaculaire à observer. Imagine un lac de soda. Rappelle-toi simplement de ne pas apporter la moindre source de feu. Cela peut être dangereux pour les visiteurs. On peut observer ce type de lac dans tout le parc national de Banff, au Canada. La nature a souvent tendance à faire sa propre musique. Il suffit d'écouter le son des grillons la nuit ou le bruit apaisant d'une chute d'eau. Mais dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, un étrange phénomène géologique porte les vocalises de la nature à un tout autre niveau. Ces rochers s'appellent les Ringing Rock, et les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer leur comportement inhabituel. Si on frappe ces pierres avec un objet lourd, comme un marteau ou une autre pierre, elles émettent un tintement comme si elles étaient creuses. Mais elles ne le sont pas du tout. Ce qui rend les Ringing Rock encore plus étranges, outre le son mystérieux qu'ils émettent, c'est qu'aucun animal ne veut s'y attarder, même si ces rochers sont entourés d'une épaisse forêt. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déceler la moindre activité animale dans la région. Ce qui est encore plus frappant, c'est que malgré tous les arbres,
qui les entourent, on ne trouve aucune feuille sur ces rochers. La raison pour laquelle ces rochers sont si peu attrayants pour les animaux et la végétation reste un mystère.